Plus je lis One Piece, et plus je me pose des questions, et surtout une question, et je sais pas si toi aussi tu te la poses. Pourquoi Chopper, quand il fait une transformation, ses habits se transforment avec lui, et c'est un Zoan, c'est pas un Logia? Ça, c'est une bonne question. Une autre question exactement dans le même genre. Comment pré-ellipse Chopper il faisait pour mettre son chapeau sans le déchirer à chaque fois? Il arrivait à faire passer ses bois dans des petits trous comme ça. Il y a plein de questions comme ça. Comment la mère de Shirahoshi, comment elle a fait pour accoucher de Shirahoshi? Je sais pas, il y a plein de questions à la con comme ça. Et d'ailleurs, si vous aussi vous avez des questions à la con sur One Piece, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Peut-être qu'on fera un jour une vidéo avec les questions à la con et j'essaierai d'apporter des réponses. Mais on n'est pas là pour ça. On est là pour parler de ce chapitre 1038 qui... Bah c'est un bon chapitre de transition. Oui quand même, oui c'est un bon chapitre de transition. Il s'est passé énormément de choses et ça c'est normal. Pourquoi? Parce que c'est le chapitre 1038 qui normalement est le troisième chapitre du tome 103. Et rappelez-vous ce que je vous ai dit, on commence très très haut. Après on va être en milieu de creux pour avoir une sorte de climax de milieu de tome pour après redescendre et avoir vraiment le final du tome qui va être sûrement le combat de Kaido contre qui? Bah contre Luffy bien sûr, avec une transformation, pas de transformation. Enfin bref, ça on en a déjà parlé dans une autre vidéo. Mais tout ça pour dire que on sent la fin de l'arc Wano Kuni, et en un sens, on va dire tant mieux, parce que cet arc Wano Kuni était quand même très long. Bref, encore une fois, plein de choses à dire dans cette critique analyse du chapitre de la semaine. Le chapitre... C'était à toi de dire 1038, hein. On va commencer par parler de quelque chose, parce que ça, j'en parle très rarement dans mes critiques analyses, c'est les premières deux pages. Est-ce que je suis le seul à être méga hypé par cette mini-histoire? Parce que, on se le rappelle, qu'est-ce qu'on a en première des pages? Des fois, on a des demandes de lecteurs pour que Ishiroda fasse une première de page, souvent par rapport à un jeu de mots ou par rapport à quelque chose de la mythologie japonaise. Et on a aussi des mini-histoires. On avait par exemple la mini-histoire de Baggy qui était très importante, qui a permis de savoir au tout début savoir ce qui arrivait à Baggy et comment il a retrouvé son équipage. Mais t'as des trucs qui sont merdiques. Rappelez-vous la dernière qui était absolument désastreuse, c'était Cap'n BG, comment il s'est enfui et après comment il y a eu le mariage, comment Laura elle a retrouvé sa sœur. Enfin bref, vous savez de quoi je veux parler. On avait eu aussi Jinbei qui avait trouvé une poneglyphe qu'il avait remis à Mama. Donc ça c'est souvent des trucs qui se passent un petit peu en off, mais c'est moyen. Là, franchement, j'ai autant envie de lire le prochain chapitre pour savoir ce qui va se passer, mais surtout la suite des aventures. Parce que le Garma Double Six, franchement, je me suis pris d'affection pour eux. Le papounet, même le papounet que je détestais à un moment, le final, le sacrifice, et même les frères qui commencent à avoir de l'estime pour Senji, franchement, ça m'a fait chaud au cœur. Et de voir qu'il y a Niji ainsi que Yunji qui sont prisonniers de l'équipage de Big Mom, c'est un truc de dingue. Et j'ai complètement zappé de regarder. Si dites-le moi dans les commentaires parce que c'est vraiment très important, c'est de savoir si Oven est aussi sur Wano Kuni. Pourquoi? Parce que si Oven est aussi sur Wano Kuni, c'est-à-dire que l'histoire qu'on va avoir s'est passée avant que l'équipage de Big Mom arrive sur Wano Kuni. Par contre, si Oven ne fait pas partie n'est pas sur Wano Kuni, c'est-à-dire qu'il est bien sur Whole Cake, alors ça veut dire que la mini-histoire qui est en train de nous raconter Eiichiroda se passe dans le même temps que ce qui se passe à Wano Kuni. Et ça, c'est vraiment très important par rapport forcément à Katakuri, savoir dans quel état il est, comment il a été fait et tout, comment ils vont pouvoir revenir pour pouvoir exfiltrer. Parce que franchement, Papounet, il est pas con, il s'est dit, on s'est déjà pris une rouste par Big Mom, donc on va éviter de revenir pour sauver nos fils. Comme je vous l'ai dit, pour ceux qui ont regardé la réaction live, on voit qu'il y a Pudding qui est là, donc peut-être que Pudding, vu qu'elle est amoureuse de Senji, elle va pouvoir aider à infiltrer le Garma Double Six et à libérer les deux frères. Bref, je n'ai qu'une seule envie, savoir comment ils vont pouvoir s'en sortir. Parce qu'ils sont obligés, je vous l'ai dit, ils sont obligés. Pourquoi? Parce que après, le Garma Double Six va être là pour aider le frérot Senji contre Im-sama et le gouvernement mondial. Bref, ça, c'était pour la première des pages. Vous avez vu tout ce qu'on a dit déjà rien que pour la première des pages. Et ça, c'est rien parce que ce qui nous attend avec la suite, c'est un truc absolument de malade. On va commencer par quoi?
On va commencer tout simplement par Fukurokuju et Jinbei. Jinbei qui vient et qui protège les autres. Il a peut-être autre chose à faire, hein, le père Jinbei, d'aller par exemple peut-être aider les autres Mugiwara. On n'a pas vu Usopp, on n'a pas vu Nami, on n'a pas vu Robin, on n'a pas vu Brook, mais ça... on va en parler un petit peu plus tard. Et on a quoi? On a aussi le combat de Fukurokuju contre Raizo. Là, Raizo, c'est pas mon fourreau rouge préféré. Et je pense que si on fait un sondage, il est pas dans le top... Il est pas dans le top 6 des fourreaux rouges. Ah, on va dire ça comme ça. Et donc, ce combat, il fait un petit peu chier. Sauf, bah oui, bien sûr, sauf que là, on a quand même Raizo qui est en train de brûler face à Fukurokuju, et le mec, il le maintient. Et à travers ça, il se rachète peut-être de la mort d'Oden, parce que vous savez que Oden, bien sûr, s'est fait ébouillanter, et lui, c'était l'un des mecs qui justement gueulait au-dessus, même s'il semble un petit peu en dessous des autres, parce que par exemple, quand on prend Izo, quand on prend Izo, on en parlera aussi tout à l'heure, le mec, il a une classe, putain, ouf. Oui, enfin bref, j'étais parti où? Je ne sais pas, mais bref, Izo, il a une classe absolument dingue, et d'un autre côté, tu as Raizo qui est comme il est. Sauf que je pense qu'il peut vraiment avoir une surprise avec lui. Et qu'est-ce qui va se passer? Je pense qu'à un moment, Fukurokuju, il va lâcher son pouvoir, il va peut-être supplier Raizo de pouvoir s'échapper, il va peut-être avoir un truc et ça, mais encore une fois, la mort dans One Piece, il est presque impossible que Raizo meure. Justement, en parlant de la mort, on va parler de qui? On va parler de Zoro. Zoro face à la mort, face à un squelette avec une faux. Et ça a surpris. L'image a surpris. Je vais pas dire l'image est classe. Sauf que, est-ce que Zoro peut mourir? Je ne sais pas. Je vous laisse répondre. Vous avez répondu dans les commentaires? Ouais, bon. Il est impossible que Zoro meure. Cependant, la chose qui peut être intéressante ici, c'est que ça peut amener un power-up de Luffy. Non, pas de Luffy, de Zoro, bien sûr. La mort qui est symbolisée ici est peut-être la représentation du katana d'Oden, c'est-à-dire du Enma. Alors là, on va partir dans un délire qui va être Bleach Tech. Je sais pas si on peut dire ça. Qui va être Bleachik? Bleach Tech? Bleach Mouche? Je sais pas. Enfin bref, on va être dans un délire un petit peu à la Bleach, c'est-à-dire qu'il va avoir la représentation du Enma qui va parler avec Zoro. Et en un sens, c'est pas une apparition réelle du katana qui va être présent. Ce qui est en train de se passer, c'est peut-être que Zoro est inconscient et il y a un délire au niveau de son cerveau, et peut-être qu'il est en train de se passer une communion entre lui et le katana. C'est-à-dire que le katana reconnaît la valeur du mec, et il est là en lui disant... en gros, peut-être que le katana essaye de lui donner une sorte d'impulsion pour qu'il se réveille, pour qu'il échappe à la possible mort qui est liée justement aux médicaments que Chopper lui a donné. Le katana voit que Zoro est peut-être à deux doigts de crever et va lui donner un peu, vous savez un petit peu quand vous dormez et que vous avez d'un seul coup un boost d'adrénaline qui vous fait un moment sursauter, qui vous fait réveiller. Et ben peut-être qu'il va y avoir cette chose-là, c'est-à-dire que ce n'est pas la mort réelle de Zoro, mais c'est la mort qui est suggérée pour que le katana, afin que Zoro puisse échapper à la mort. Ça, c'est la première hypothèse. La deuxième hypothèse qui peut totalement être plausible aussi, c'est que Oda est en mode gros troll, et en vérité, ce qu'il est en train de voir, c'est Brook. Alors, c'est pas Brook qui est déguisé en mort, c'est peut-être Brook qui est en train de courir avec Robin, peut-être sur son dos, ou peut-être qu'il tient Robin d'une certaine manière, qui, selon la représentation d'un Zoro qui est totalement shooté aux médicaments, voit Brook et Robin comme la représentation de la mort. Tout ça pour dire que le Zoro qui est là, je pense que non, il est pas face à mort. Alors je sais aussi qu'il y en a beaucoup dans les commentaires qui m'ont dit ouais mais le doc dans le chapitre 84, à un moment il dit qu'il va niquer même la mort.
Je sais pas, on verra bien, de toute façon, on verra bien. Avec Ichiro Oda, on n'est jamais sûr de rien. Maintenant, on va passer à quoi? Oui, on a plein de choses à dire sur ce chapitre, on va passer sur Izu. Izu qui, comme je vous l'ai dit, ce mec, il a un charisme absolument de dingue, et il se retrouve face au CP0. Le CP0 qui dit, même si tu es un ancien membre de l'équipage de Barbe Blanche, et même si tu as fait des crimes historiques, donc là ça serait très très bien à savoir quels sont ces crimes qu'il a fait envers le gouvernement mondial, le CP0 ferme les yeux sur le mec parce qu'ils ont mieux à faire, c'est gérer la menace des Mugiwara, et surtout d'aller tuer Robin, parce que ça faut pas l'oublier, on a le Gorosei qui nous l'a dit la dernière fois, et là t'as Izu qui dit le CP0 bougez pas, je vais vous ritamer la face. Alors, il l'a pas dit comme ça, mais je pense que c'est ce qu'il y a dans sa tête. Alors ça, c'est dû à quoi? Pour ceux qui ont vu ma réaction live, et encore une fois, je vous remercie, je dis tout de suite, il y a un truc que j'ai percuté, c'est tout simplement la promesse l'ordre, le dernier ordre de leur capitaine Barbe Blanche, qui est de protéger Luffy. Et je pense que c'est pour ça que Marco est venu. C'est parce que Marco est lié à la promesse de leur capitaine. Izu, même s'il a quelque chose à faire envers Oden, parce qu'à la base, c'est un fourreau rouge, il continue l'ordre, le dernier commandement, The Last Order, le dernier ordre de Barbe Blanche, qui est de protéger les Mugiwara, de protéger Luffy et par extension son équipage. Donc, il a besoin de les retenir. Je pense qu'il est assez fort pour neutraliser un CP0 quand il est en bon état. Izu. Sauf que là, on voit qu'il est blessé et qu'il ramasse un petit peu. Et là, on peut avoir d'autres personnes qui peuvent arriver. On peut avoir Denjiro, mais on peut avoir surtout Marco. Et ça, mais ça serait tellement classe de voir Marco épauler Izu. Enfin, ça serait tellement dingue parce que Marco, lui aussi, il est lié à cette promesse. Et les deux comme ça, en train de combattre le CP0 et qui permet peut-être justement la fuite de qui? Bah de l'équipage des Mugiwara, ça peut être vraiment classe, sachant que de l'autre côté derrière, qu'on n'a pas parlé dans ce chapitre et qui n'était pas présent, il y avait Zunisha qui est arrivé. Donc encore une fois, quelques petites pages, enfin plutôt quelques petites cases, et tout de suite on part sur des trucs absolument dingues dans nos esprits, et j'espère que Ichiro Oda va aller dans le sens. De toute façon, je vais lui téléphoner, puis je vais lui mettre l'idée, et peut-être qu'il va l'accepter. Mais pour ça, il faudrait déjà que j'ai le numéro d'Ichiro Oda. Le final de ce chapitre, c'est l'attaque de Law et de Kid versus Big Mom. Au préalable, j'ai complètement oublié, mais il y a Yamato. Il y a Yamato qui arrive. Qui arrive au même moment que les flammes. Au niveau des bombes, et comme je l'ai dit encore une fois, moi comme un gros con, j'aurais soufflé la glace sur les flammes. Sauf que elle a soufflé la glace sur les bombes. Et ça, c'est une très très bonne idée. Parce que peut-être que la glace va mettre plus de temps pour que le feu fasse fondre cette glace. Et peut-être que entre temps, il va y avoir Orochi qui va mourir. Et une fois que Orochi va mourir, la volonté Kami, Kenjuro dans les flammes vont peut-être s'estomper. Parce que je ne pense pas que Yamato ait la capacité de détruire les flammes. Ça, c'est la petite chose. Mais enfin bref, encore une fois, ça c'est la petite parenthèse sur le final qui est absolument dingue du combat de Law versus... non, pas versus, avec Kid versus Big Mom. Et même si j'ai adoré la fin, j'aime pas qu'on me prenne pour un con. On voit une case avec Kid et Law qui sont complètement rétamés. Ils sont complètement morts. Kid a les yeux blancs, donc ça veut dire qu'il est normalement dans une sorte de chaos. On voit qu'il y a l'équipage qui arrive. Protégez notre capitaine, il faut pas qu'il meure et tout. Ichiro Oda nous fout une tension en nous disant, voilà, eux, ils sont niqués. Ils sont morts, ils sont au sol, il y a plus rien. Il y a Big Mom qui décide d'aller sur le toit, et là, oui, je le dis une troisième fois, t'as Kid et Law qui se réveillent et qui font une sorte d'attaque ultime contre Big Mom. Attaque ultime qui, je pense, n'a pas mis KO Big Mom. Encore une fois, là, il y a l'autre aussi, chose que j'aime pas qu'on prenne pour un con, oui, je le dis comme ça. Le titre de ce chapitre, c'est pas lié au combat. D'habitude, quand on a un titre comme ça qui est lié à un combat, on a plus
que 4-5 cases sur ce combat. Il nous a menti un petit peu. Non, si quand même. Ah, si, hein, un petit peu quand même. Donc, je trouve que ce final est un petit peu sorti du cul. Oui, oui, je le dis. Je le dis. Moi, c'est comme ça que j'ai ressenti. Alors, il y en a certains qui me disent « Ouais, mais le doc, pendant la réaction live, t'es complètement dingue. » Ah, bien sûr que t'es complètement dingue. Comment ne vas-tu me dire... Ah, c'est bien dessiné, c'est beau. Il y a de la patate, il y a de l'action, il y a de la tension. Enfin, non, il y a de la tension. Non, il y a une fausse tension. Il y a une fausse tension. C'est-à-dire que quand je fais la réaction live, c'est la première lecture. J'oublie plein de trucs d'ailleurs quand je fais mes réactions live. Je suis hypé par le truc. Sauf que pour... Ah, Jean Bégaye, pour vous faire cette vidéo... Je lis le chapitre une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, boum, adjugé vendu, je le fais, après je prends mes petites notes, je fais mes petits trucs et tout ça, et quand je regarde un petit peu les caches, que je les analyse, je fais mais... Kid et Lo, ils sont quand même un petit peu KO. Et pourquoi ils me le ramènent après? Oui, ça crée une tension, je veux bien le comprendre. Après, Hersert, il te refont une attaque, il te refont... Ça demande de l'énergie. Le haki. L'évolution, l'éveil, je dirais même plus du fruit, parce que le chrome que fait Lo, c'est quand même l'éveil de son fruit. Il faut avoir quand même une certaine caractéristique, il faut avoir de l'énergie, il faut avoir la compétence. Et quand t'es presque KO, normalement, t'es pas capable de faire ça. Parce que j'ai relu aussi d'autres chapitres juste avant. Ouais, je mets du temps à faire cette vidéo, hein. Je me fous pas que le cul devant mon PC à écrire des conneries. Non, je fais quand même des recherches en amont. Tous qui se sont pris dans la gueule de... Oui, en plus, je suis vulgaire, je fais ce que je veux, c'est ma vidéo. Tous qui se sont pris dans la gueule juste en amont. Mais c'est dingue. C'est pas n'importe qui. C'est des bouffasses de Big Mom. Big Mom a... Je dirais rien parce que sinon je vais me prendre des insultes à cause des woke. Mais c'est... Big Mom, quoi. C'est pas n'importe quoi. Un fou des putains de bouffasses. Et ce qui se passe, c'est que eux, ils arrivent encore à être là. Alors il y en a certains qui vont me dire oui mais Luffy lui il y arrive. Luffy il a un fruit du caoutchouc qui permet d'absorber les dégâts. Il a une maîtrise au niveau du haki. Il s'est pris, il a combattu contre Katakuri pendant plusieurs heures. C'est un truc qui fait que inconsciemment on prend conscience que Luffy a passé un level d'endurance contre Katakuri qui lui permet maintenant de pouvoir combattre Kaido. Mais au niveau bouffasse, mandale, pain dans la gueule de la part de Kaido et de Big Mom, je pense qu'elle a rien à envier à Kaido. Enfin, elle est sévère. Elle est sévère. Et ils arrivent encore à tenir debout et à faire des attaques de malades combinées. Alors encore une fois, il y a peut-être que moi qui part dans des délires comme ça, mais j'ai un peu de mal. Franchement, j'ai un peu de mal. J'aurais encore plus du mal si Big Mom est KO suite à ses attaques. Ça serait un truc de taré. La seule chose que je peux voir sur Big Mom, c'est qu'il se passe un truc et qu'encore une fois, Big Mom nous fasse un remake de la Team Rocket. C'est-à-dire qu'il y a un trou, qu'il y a quelque chose, qu'elle se prenne une attaque et qu'elle vole vers d'autres cieux et que son équipage... va falloir que cette vidéo se termine parce que j'ai franchement du mal. Que son équipage après la rattrape et après qu'il reparte vers quelque chose. Je vois que ça parce que franchement, même si elle dit qu'elle est fatiguée, c'est Big Mom. Et en face, ce ne sont que Kid et Lo. Enfin voilà. De toute façon, encore une fois, il y aura beaucoup de commentaires, mais si vous n'êtes pas d'accord avec moi, ou si vous êtes d'accord avec moi, n'hésitez pas à le laisser dans les commentaires. Donc voilà ce qu'il y avait à dire pour cette critique analyse. Encore une fois, si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à la partager, parlez autour de vous. Dites que le doc dans ses vidéos il pète un peu les plombs et que ça peut être sympa. Ces critiques analyses, ça ferait quand même super plaisir. Bref, encore une fois, comme je l'ai dit, si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager, parlez autour de vous. Laissez des commentaires, mais surtout, on n'oublie pas le principal, One Piece, c'est la vie. Allez, salut mes nakamas.